invité Étienne Klein à nos ensemble de conférences sur les anxiétés contemporaines. En fait, c'est une forme, c'est assez inhabituel, mais c'est aussi une forme de protestation, d'une certaine façon, contre le clivage qui continue à demeurer entre les sciences de la matière et de la vie et les sciences humaines et sociales. Et le pari est fait que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Et donc l'idée d'accueillir Étienne Klein qui, par son travail en philosophie des sciences, fait médiation entre les sciences de la matière et les sciences humaines et sociales, nous a paru très utile et intéressant. Nous allons travailler ce soir sur une thématique qui est celle du temps, mais du temps historique, hein, du temps technologique aussi, je crois, à travers les questions d'innovation, les questions du progrès, donc les questions du changement. Alors je pense que ça parlera aux psychosociologues qui sont à la fois des praticiens du changement. Bon, le thème est celui de l'innovation. La question est qu'est-ce que c'est que ce discours sur l'innovation technologique et l'innovation sociale. Ça nous amènera probablement à travailler aussi sur la question du changement et des pratiques de changement. Mais c'est aussi l'occasion peut-être d'aborder des questions plus larges du rapport entre les sciences de la matière et puis les sciences humaines et sociales, dans la mesure où il n'y a peut-être pas... Enfin, toutes les sciences, d'une certaine façon, sont des sciences humaines. Hein, sont faites par des hommes. Et donc ça peut amener à réfléchir sur des questions épistémologiques, le rapport entre différents domaines de sciences. Je vais vous parler en effet de la façon dont je reçois le discours sur l'innovation aujourd'hui, qui est une sorte d'injonction institutionnelle qui s'adresse à tous les chercheurs et pas seulement à eux, aussi aux industriels et même à la société dans son ensemble, qui est invitée à devenir autre qu'elle-même pour atteindre je ne sais quel horizon. En commençant par une réflexion sur le temps, parce que notre façon de parler du temps n'évolue guère. Ça peut se voir par le fait que si vous lisez aujourd'hui, en 2016, un livre de Saint-Augustin qui s'appelle Le Temps, et qui a été écrit au IVe siècle après Jésus-Christ, vous aurez l'étonnement de voir que vous comprenez exactement ce que dit Saint-Augustin, alors même qu'entre lui et nous, il y a eu Galilée, Newton, Einstein, Dirac, Boltzmann et beaucoup d'autres qui ont modifié en profondeur notre façon de décrire le temps, ses relations avec l'espace, avec la matière, avec l'énergie. Et si vous comprenez aussi bien Saint-Augustin, c'est non pas parce qu'il parle comme vous, mais parce que vous parlez comme lui. Autrement dit, notre discours sur le temps n'a nullement été impacté par nos connaissances sur le temps. La langue est victime, enfin je ne sais pas s'il faut dire victime, en tout cas est le lieu d'une sorte de fixité métaphysique qui détermine en partie notre façon de penser le temps, puisque notre façon de le dire, sans aller jusqu'aux thèses radicales de Wittgenstein, hein, notre façon de dire les choses détermine notre façon de les penser, et notre façon de dire le temps détermine notre façon en partie de le penser. Et c'est ainsi qu'on continue de penser le temps comme s'il ressemblait au phénomène temporel. Et on lui attribue même des qualificatifs. Il y a un temps soci, un temps psychologique, un temps physique, un temps cosmologique, un temps des philosophes, etc. Bref, on parle le temps comme s'il y avait autant de temporalité que de temps. On dit que le temps s'accélère, on dit qu'il a une vitesse, etc. Bref, on en fait une espèce d'être dynamique qui ne cesse pas d'être contaminé par ce qu'il contient. Et sous prétexte, par exemple, que nos emplois du temps sont de plus en plus tendus, que le rythme de la production est de plus en plus élevé, nous disons que le temps s'accélère. Bon, ce qui est une phrase pour un physicien absurde, hein, puisque pour avoir une accélération, il faut déjà avoir une vitesse. L'accélération, c'est la variation de vitesse au cours du temps. Et pour avoir une vitesse, ça va bien quand il s'agit de quelque chose qui est dans l'espace. Et la vitesse, c'est la longueur parcourue divisée par le temps qu'il y a à parcourir. La vitesse du temps, ça serait quoi? Ça veut dire que le temps change son rythme d'écoulement par rapport à lui-même. C'est-à-dire que le temps se décalerait du temps. Ça ne veut rien dire. Donc, à force de faire comme si
le temps ressemblait aux formes temporelles, aux phénomènes temporels, pardon, on fabrique des espèces de monstres comme ça. Et face à cette situation, il y a deux attitudes possibles. La première, c'est celle qui consiste à remarquer que si nous nous comprenons lorsque nous parlons du temps, c'est tout simplement parce que nous parlons vite. Là, c'est normal de Paul Valéry, hein. Nous nous comprenons parce que nous parlons vite. Autrement dit, quand nous prononçons une phrase qui contient le mot temps, nous la comprenons tous de la même façon. Tout simplement parce que ce qui donne son sens au mot temps dans cette phrase, c'est pas le mot temps, c'est la phrase. Autrement dit, c'est le flux verbal dans lequel on a inséré le mot temps qui fixe sa signification. Parce que si on l'extrait de la phrase, c'est-à-dire si on le met en dehors du flux qui lui donne sens, il perd tout sens. Il va être un mot qui permettra de désigner tantôt la succession, tantôt la simultanéité, tantôt le changement, tantôt le devenir, etc., etc. Et il va donc être victime d'une sorte de polysémie fulgurante, en même temps que la question de sa nature va se poser de façon radicale. Est-ce que le temps c'est une chose à part? Est-ce que c'est une substance? Après tout, on le désigne par un substantif. Donc c'est peut-être qu'il y a une substance qui lui correspond, ou bien est-ce que c'est simplement une façon que nous avons de dire les relations de succession qu'ont les événements? Voilà, toutes ces questions apparaissent dès lors qu'on extrait le temps du flux verbal, qu'on prend le temps de le penser, justement, et elles sont complètement noyées dans l'usage que nous faisons du mot dans la langue ordinaire. Ce constat étant fait, il y a deux façons, comme je disais, de réagir. La première, c'est celle qui consiste à dire c'est pas clair, c'est ambigu. On arrive à dire le temps, mais on n'arrive plus à le penser, tellement nos façons de le dire sont contradictoires les unes avec les autres. Et donc, il est urgent de procéder à ce que le même Paul Valéry appelait un nettoyage de la situation verbale. C'est-à-dire qu'il faut faire un travail critique sur le langage pour essayer, à partir de lui, de dire le mot conformément à ce qu'on sait du temps qui est la chose qu'il désigne. Et moi, je fais partie des gens qui ont pensé depuis très longtemps que la physique, c'était justement le monsieur propre qui va permettre de nettoyer le langage. C'est-à-dire que la physique s'est saisie du temps avec Galilée, puis plutôt avec Newton, et à partir de ce moment-là, elle a acquis une efficacité dans la description des phénomènes, mais aussi dans la prédiction de l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques, qui est tout à fait spectaculaire. Ça veut dire que, non pas la physique décrit le monde, mais ça veut dire que sa façon de faire avec des équations qui ont mathématisé le temps lui permet d'entrer en contact avec quelque chose du réel. Voilà. Je ne dis pas avec le réel, je dis avec quelque chose du réel. L'illustration la plus récente de cela, c'est la découverte des ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, c'est quand même un truc qui a été prédit par Einstein il y a un siècle à partir d'équations. Et les ondes qui ont été détectées le 14 septembre 2015 sont exactement comme elles avaient été calculées à partir de la simulation de la fusion de deux trous noirs qui ont pété il y a 1,3 milliard d'années. C'est quand même hallucinant de voir qu'on a pu reconnaître l'événement, l'interpréter à partir d'une théorie physique, la relativité générale, qui décrit la gravitation avec une précision incroyable. Et donc cette efficacité de la physique, et j'aurais pu prendre l'exemple du boson de Higgs découvert en 2012, quand on la regarde de près, elle est vraiment spectaculaire. C'est quelque chose qu'il faut avoir vécu pour comprendre à quel point c'est impressionnant. C'est-à-dire que le boson de Higgs, pour prendre un exemple que j'ai mieux connu que les ondes gravitationnelles, celui qu'on a détecté en 2012, c'est exactement celui qui était dans les équations depuis 1964. Alors d'où ça vient qu'on soit capable de prédire l'existence de nouveaux éléments de réalité? C'est là que la physique n'est plus tout à fait une science humaine, à mon avis. Évidemment, c'est une science humaine au sens où elle est faite par des humains. Mais je pense qu'elle nous donne des indications sur des choses qui existent en dehors de notre esprit. Voilà. C'est-à-dire que la physique ne renseigne pas seulement sur l'état d'esprit, l'intelligence et le cerveau des physiciens. Voilà. Sinon, il n'y aurait pas ce contact. Sinon, il n'y aurait pas ces signaux
qui ne viennent pas des physiciens. Ce qui a fait clic dans les détecteurs, ce n'est pas les physiciens qui l'ont organisé. Il y a bien quelque chose dans le réel qui a fait clic. Et les clics ainsi obtenus sont conformes à ce qu'on attendait. Ce qui ne veut pas dire qu'on les a produits. Voilà. Donc, on se dit finalement, cette science est très efficace, et donc c'est à partir d'elle qu'on va pouvoir critiquer le langage et apprendre à parler correctement du temps. Ce qui suppose de tenter d'imaginer ce que diraient les équations de la physique à propos du temps si elles pouvaient parler. Voilà. Si elles pouvaient parler, qu'est-ce qu'elles diraient? Qu'est-ce que diraient les équations de Newton? Mais elles diraient par exemple que le temps n'a aucune des propriétés. Le temps n'a aucune des propriétés que le langage lui attribue. Ce que dit Newton, c'est que le temps, il est complètement indépendant des phénomènes. Quoi qu'il se passe dans le temps, ça n'affecte pas le temps. Il a un cours qui est invariable, qui est uniforme, homogène, on l'appelle comme on veut. Et le fait qu'il soit homogène signifie qu'il ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Donc le temps en passant ne change pas sa façon d'être le temps, ce qui fait que quand vous écrivez une équation physique, vous mettez le paramètre t dans l'équation, ce temps-là ne dépend jamais du temps. Alors que notre langage nous invite à penser que le temps c'est le changement, que si tout s'arrête et si plus rien ne change, le temps s'arrête, etc. Non, Newton dit non, le temps est complètement indépendant de ce qui s'y passe. Et il passe selon un cours absolument invariable. Il y a de la dynamique dans le temps, puisque les instants se renouvellent, mais le temps en lui-même n'est pas dynamique. Le renouvellement porte sur les instants, pas sur le temps même. Et donc, pour Newton, le temps ne passe pas. D'ailleurs, s'il passait, il finirait par plus être là. Il est toujours là. Le temps est toujours là à faire son travail de temps, qui est de passer, qui est de renouveler l'instant présent, etc. Et donc, ce temps-là de Newton est un temps qui, en fait, traduit, sans qu'il en ait conscience à l'époque, ce que nous on appelle maintenant l'invariance des lois physiques par translation du temps. C'est l'idée que les lois physiques, je ne parle pas des lois de la physique, qui elles évoluent. Einstein, c'est pas Newton. Mais les lois physiques, les vraies, elles sont vraies de la même façon à tous les instants du temps. Ça peut être une notion qu'on peut juger métaphysique, un peu trop engagée, disons. En fait, non, c'est une idée que vous avez tous en tête. Si demain matin, votre four micro-ondes, alors que vous appuyez sur le bouton, ne démarre pas, alors que ce matin, il démarrait, vous direz, mon four à micro-ondes est tombé en panne. Tout le monde va dire ça. Or, il y a une autre hypothèse qu'on n'a jamais à l'esprit, qui est que dans la nuit, les lois de Maxwell pour l'électromagnétisme aient changé. Donc cette machine qui a été conçue selon certaines lois ne marche plus parce que les lois ont changé. Personne ne raisonne comme ça. Et donc vous-même, vous pensez que demain, les équations de Maxwell, qui permettent par exemple à ce micro de marcher, marcheront demain aussi bien qu'aujourd'hui. Donc tout le monde croit à une espèce d'invariance des lois physiques par translation du temps. Et Newton, le premier. D'accord ? Et donc vous voyez, la première attitude c'est celle-là, c'est de dire les physiciens ont compris des trucs sur le temps et on doit les entendre parce que c'est eux qui ont le mieux capté ce qu'il est en profondeur. Et moi j'ai travaillé là-dessus pendant 15 ans, à essayer de voir avec des collègues ce que les équations de la physique diraient du temps si elles pouvaient parler. Et ce que je peux vous dire, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est qu'elles ne disent rien de ce que nous disons. Ou plus exactement, nous ne parlons jamais comme les équations. Mais en fait, cette attitude, cette démarche peut être critiquée en faisant l'observation suivante. Newton, quand il voit apparaître ce paramètre t, le temps, dans les équations de la mécanique, décide de l'appeler le temps, ce paramètre. Il a d'ailleurs le temps vrai par opposition au temps vulgaire. Et pourquoi il a appelé temps, sachant que ce paramètre n'a aucune des propriétés que le langage lui attribue? Autrement dit, à partir de quelle conception préalable du temps, et en vertu de quel stratagème intellectuel, a-t-il décidé d'appeler temps une variable qui ne ressemble pas au temps? C'est un truc curieux. Et donc moi j'ai interrogé des historiens des sciences pour leur demander est-ce que vous savez pourquoi Newton a appelé ce truc-là le temps plutôt qu'un autre mot, trick ou truc ou je sais pas quoi. Il aurait pu lui donner un autre nom.
pourquoi a-t-il appelé temps ce qui n'évoque en rien le temps tel que nous le pensons? Et donc on peut faire de l'uchronie et imaginer que Newton ait appelé ce paramètre truc plutôt que temps. Et bien qu'est-ce qui se passerait? Aujourd'hui encore, il y aurait des physiciens qui parleraient du statut qu'il convient d'accorder à truc, qui expliqueraient que Einstein est passé par là, que lui il a appelé l'espace non pas espace mais bidule, donc on ferait des colloques sur bidule truc, et le statut qu'il faut accorder à ce concept, tandis que de l'autre côté, des philosophes, des sociologues, des psychologues, des historiens parleraient d'une autre chose qu'on appelle le temps, sans rien à avoir à attendre de ce que disent les physiciens, puisqu'ils parleraient d'autre chose. Et donc, dans le fait de dire ce sont les physiciens qui ont bien saisi le temps, et moi j'ai été convaincu de ça pendant très longtemps, maintenant j'ai un doute parce qu'il y a un arbitraire sémantique. Qu'est-ce qui fait que Newton a appelé cette variable le temps? Et c'est un problème qui se pose aujourd'hui en physique, je ne vais pas le détailler, qui est que quand on fait des nouvelles théories, par exemple pour marier la physique quantique et la relativité générale, qui est le grand enjeu d'aujourd'hui, on a des équations et des variables dedans qui sont bizarres. Quelles sont celles qu'on a le droit d'appeler temps? Autrement dit, quelles sont les propriétés a priori qu'on accorde au temps qui permettent de le reconnaître dans les équations? Autrement dit, pour connaître le temps, pour reconnaître le temps dans des équations, il faut déjà le connaître. Alors comment peut-on le connaître si on n'a pas déjà les équations qui permettent de le connaître? Et donc on est dans un problème comme ça. Bon. Donc la leçon de ce petit couplet, c'est qu'en matière de langage, il faut quand même être prudent et reconnaître que dans beaucoup de situations, nous employons le mot temps de façon abusive, au sens où il existe toujours un autre mot de la langue disponible, qui dit mieux ce que nous voulons dire. Et qu'en fait, on utilise le mot temps un peu par paresse. Par exemple, on va dire, et je pense que c'est des phrases que vous entendez beaucoup dans les entreprises ou ailleurs, on va dire « je n'ai pas le temps ». Bon, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et en même temps, cette phrase n'a pas de sens, ou plutôt elle a un sens qui est paradoxal. D'abord parce qu'elle laisse entendre que la possession que nous avons du temps sera intermittente. Il y a des moments où on a le temps, il est à soi, et il y a des moments où on l'a plus. C'est bizarre. Une possession qui serait comme ça intermittente. J'ai du temps de temps en temps. Bon. Je passe là-dessus. Qu'est-ce que veut dire cette phrase au juste? Elle veut dire que la disponibilité qu'il me faudrait avoir pour faire ce qu'on me demande de faire, cette disponibilité ou cette liberté, je ne l'ai pas. Pourquoi? Parce que le temps en passant contraint mon emploi du temps. Autrement dit, c'est parce qu'il y a du temps que je n'ai pas le temps. Et là, on rentre dans des problèmes de logique assez compliqués. Et on voit bien que dans la phrase, le mot qui convient, c'est pas le mot temps, c'est le mot liberté. Je n'ai pas la liberté. Or, le temps et la liberté, c'est pas la même chose. Donc il y a un usage du mot temps qui est abusif. Et je lisais l'autre jour un sondage qui a été réalisé en Belgique, qui montre que lorsque les gens disent qu'ils n'ont pas le temps, en fait, ils mentent. Dans 70% des cas, ils mentent, c'est-à-dire c'est un stratagème sémantique pour se donner un peu de liberté. C'est la phrase qu'on dit pour maintenir la liberté de l'occupation qu'on va avoir. Ça veut dire en gros, Coco, j'ai plus important à faire pour moi que ce que tu me demandes de faire pour l'entreprise ou pour je ne sais qui. Et donc les gens mentent souvent. Bon, 70% c'est quand même un taux élevé. Mais comme le sujet de ce soir c'est l'innovation, je vais y venir tout de suite. Et à partir de ces digressions sur le temps qui sont un peu vagues et incomplètes, m'interroger sur un fait qui moi m'a vraiment surpris, c'est la disparition dans les discours publics en 5 ans du mot progrès. Voilà. Pourquoi est-ce que le mot progrès a disparu et pourquoi est-ce qu'il a été remplacé par le mot innovation? Là, une manière très simple de voir cette disparition, c'est d'écouter, ça a été fait par des logiciels qui sont programmés pour capter l'occurrence des mots dans les discours, de comparer les discours de la campagne présidentielle de 2007 à ceux de la campagne présidentielle de 2012. En 2007, tous les candidats, de quelque bord qu'ils fussent, ont utilisé le mot progrès dans leur discours.
évidemment à des fréquences variables, dans des contextes différents et avec des tonalités elles-mêmes différentes. Mais tous l'ont pris à leur compte. En 2012, plus aucun. C'est quand même incroyable qu'un mot progrès qui a été quand même structurant pour cette période de 4 siècles qu'on appelle la modernité ait pu être liquidé en 5 ans. Alors on pourrait se dire, mais finalement le mot innovation, c'est simplement la forme moderne du progrès. Donc c'est le même mot et voilà, on a modernisé le vocabulaire. Mais en réalité, quand on regarde la rhétorique qui accompagne le mot innovation, on se rend compte qu'elle n'est pas conforme à l'idéologie du progrès telle qu'elle a été développée par les Lumières. Alors avant de développer ce point, je voudrais aussi vous rendre compte d'une expérience que j'ai faite avec mes étudiants de Centrale, qui sont donc des gens scientifiques qui ont 20 ans, 21 ans. Et je leur ai demandé il y a quelques années, il y a 2 ans en fait, de se réunir en atelier et de discuter ensemble du sens qu'ils accordent au dicton suivant: on n'arrête pas le progrès. Je voulais entendre de leur bouche comment ils le comprennent, et j'avais fait le pari qu'ils allaient donner à cette phrase un sens opposé au sens que ma génération donnait à la même phrase quand j'avais leur âge. Et le résultat a été tout à fait clair. Pour ma génération, on n'arrête pas le progrès, c'était un discours moral. Autrement dit, c'était un salut enthousiaste qu'on adressait au futur. Et on n'arrête pas le progrès, ça voulait dire ça ne se fait pas que de vouloir arrêter le progrès. Le progrès est une bonne chose, et donc ça n'est pas bien, au sens moral du terme, que de vouloir l'entraver. On doit lui laisser libre cours parce qu'il nous porte vers le meilleur. Or, pour mes étudiants, on n'arrête pas le progrès, ça veut dire que c'est pas du tout un jugement moral, c'est un jugement pratique. Ça veut dire qu'il est devenu impossible de l'arrêter. C'est-à-dire que le devenir de nos sociétés n'a plus aucune connaturalité avec nos désirs. La société avance, poussée par je ne sais quel moteur, peut-être la technologie par exemple, et elle reconfigure nos relations, nos modes d'être, etc., presque notre civilisation, d'une façon presque automatique, qui transcende le discours politique et l'expression des désirs des uns et des autres. Et donc le discours moderne, enfin postmoderne on devrait dire, est un discours d'immaîtrise. On vient dire par là le fait que nous ne maîtrisons plus le cours de l'histoire. Nous avons le sentiment de faire l'histoire, de faire des choses qui n'ont jamais été faites. Donc nous faisons l'histoire, mais personne n'est capable de dire quelle histoire nous faisons. De sorte que le projet scientifique et technique, qui pendant la période dite moderne a été enchâssé dans un projet de civilisation, relisez Descartes, on vise le bonheur et la liberté. Une autre façon de voir cette évolution, c'est la célébration des 70 ans de la sécurité sociale. C'était il y a quelques mois, en 2015. Vous vous souvenez, enfin vous vous souvenez, non, vous n'étiez pas né, mais à l'époque, on a parlé d'un progrès social. C'est comme ça qu'elle a été présentée. Et à l'occasion de la célébration de son anniversaire, j'ai entendu plusieurs radios, notamment France Culture, parler d'une innovation sociale. Donc le mot innovation se rétro-projette dans le passé pour redire avec ce mot des choses qui étaient dites en termes de progrès à l'époque où elles se sont passées. Et enfin, dernière chose, quand j'étais étudiant, je crois que je l'ai vérifié auprès de collègues, je n'ai jamais entendu le mot innovation, un mot qui n'existait pas. On parlait de découverte et d'invention. Et de brevet, évidemment, pour associer ça à l'économie, mais jamais d'innovation. Et donc la question c'est, d'où vient ce mot et pourquoi est-il utilisé de façon si injonctionnelle aujourd'hui? Alors avec un collègue de mon laboratoire qui s'appelle Vincent Bontemps, on a fait une recherche, et cette recherche montre que le mot innovation, c'est d'abord en latin, c'est du bas latin, XIIIe siècle, c'est un mot de la théologie. Théologie, ça veut dire, c'est un mot négatif, péjoratif. Ce qu'on appelle une innovatio,
C'est un propos théologique qu'il faut regarder comme le lait sur le feu parce qu'il menace de devenir hérétique. Donc, l'innovation, c'est une sorte de déviance par rapport à la norme qui menace de s'émanciper de la norme ou du dogme et de faire école. Je passe sur un sens juridique qui apparaît au XIVe siècle, qui est l'idée d'un avenant à un contrat. C'est un terme juridique. Innovation, c'est on ne refait pas tout le contrat, il y a quelque chose qui change, on écrit un avenant. Et donc c'est une sorte d'innovation, mais qui se fait dans un cadre déjà établi. C'est pas un changement profond, c'est pas une révolution, c'est juste une adaptation à une nouveauté. Bon. C'est pas une nouveauté, c'est une adaptation à une nouveauté. Okay. Ensuite, il y a le mot innovation qui est repris par Machiavel dans Le Prince, sens politique. Le prince ne doit pas innover, sauf quand son pouvoir est menacé. Donc on doit innover que pour sauver son siège. Ça rappelle des choses, d'ailleurs, enfin, c'est un très bon livre. Et celui qui va donner au mot innovation un terme lié à la technique, c'est Francis Bacon, dans un livre de 1632 qui s'appelle Essais et conseils civils et moraux, qui a été traduit chez Vrin il y a quelque temps, mais qu'on peut trouver en anglais, et dans lequel il y a un chapitre qui s'appelle Innovation. Alors Francis Bacon, c'est pas n'importe qui, hein, c'est celui qui invente le mot progrès aussi, et c'est à lui que Emmanuel Kant va dédier la critique de la raison pure. C'est pas n'importe qui, c'est quand même un grand personnage. Mais ce qui est intéressant, c'est de lire ce chapitre sur l'innovation. Et d'ailleurs, j'en ai fait lire un extrait à mes étudiants, sans leur donner le nom de l'auteur et encore moins la date à laquelle il a été écrit. Et il y a un petit passage qui est tellement moderne qu'on pourrait croire qu'il a été écrit dans Le Monde de la semaine dernière. Autrement dit, Francis Bacon, il parle de l'innovation exactement comme nous, en expliquant que les innovations sont accueillies comme des étrangères, parce qu'elles viennent bouleverser des habitudes. On sait que la vie n'est pas optimale, que nos modes d'organisation, de production ne sont pas optimaux, mais ils ont la vertu que nous y sommes habitués. Une innovation, ça vient déranger l'ordre auquel on s'est habitué tout en étant conscient qu'il n'est pas optimal. Ça nous oblige à nous adapter à elle, et donc on la regarde avec une certaine suspicion, parfois en déployant des résistances, et c'est ainsi qu'il en parle. Mais alors, Bacon, il dit un truc incroyable, il dit, mais on est obligé d'innover. C'est une obligation. Et l'argument qu'il donne est un argument métaphysique lié au temps, justement. C'est-à-dire, il défend l'idée d'un temps qui est corrupteur. Le temps, en passant, abîme les choses, abîme les situations et abîme les êtres. Après, il va encore plus loin en précisant les données initiales. Il dit qu'au début, les forces du bien étaient maximales et elles se sont appliquées d'un seul coup. Les forces du mal, elles sont continues. Elles s'appliquent à tout moment du temps. Elles sont moins intenses, mais elles sont continues. Et, dit-il, si on fait le bilan pour la fin, sachant que le bien a été lancé seulement au début avec une intensité très forte, mais sans que ça soit maintenu au cours du temps, ce qui va l'emporter à la fin des fins, c'est le mal. Comment empêcher que le mal l'emporte? En innovant. D'accord? Donc l'innovation, pour Bacon, c'est ce qu'il faut faire pour empêcher que le cours du temps, qui est corrupteur, défasse le monde et le maintienne à l'état. Il ne faut pas innover trop vite, dit-il. Il faut innover au rythme du temps. Parce que si on innove trop vite, ça ne va pas aller, il y aura des résistances. Et si on innove trop lentement, la dégradation sera irrattrapable. Et donc il faut s'adapter aux dégradations que le cours du temps apporte, sans aller plus vite, sans aller moins vite. Bon, ça c'est un discours intéressant. Et ce qui nous a puissamment interpellés, c'est la lecture du document européen qui s'appelle H2020, Horizon 2020,
qui est le document qu'a produit la Commission européenne en 2010, avec pour ambition de faire de l'Union européenne l'Union de l'innovation en 2020, en remplacement du traité de Lisbonne, qui lui voulait promouvoir une société de la connaissance. Non, pardon, une économie de la connaissance. Donc on peut se demander pourquoi on est passé de économie de la connaissance, avec l'idée que la connaissance a une valeur et peut engendrer des valeurs, à une union de l'innovation. Pourquoi est-ce qu'on a abandonné le mot connaissance et pourquoi est-ce qu'on a mis en avant ce mot innovation? Et ce qui est extraordinaire, c'est la lecture de la première page du document officiel qui fait 50 pages, que vous trouvez sur Internet dans toutes les langues parlées en Europe, donc il y a le choix. Et ce document de 50 pages contient le mot innovation 302 fois. C'est quand même beaucoup, 50 pages. Et le truc extraordinaire, c'est qu'il n'est nulle part défini dans le document. Donc c'est un mot totem, un mot valise, voilà, il parle à tout le monde. Et c'est parce qu'il parle à tout le monde qu'il a une puissance totémique. Et peut-être que l'effet consensuel qu'il engrange ou qu'il engendre est lié au fait qu'il n'est jamais défini. C'est-à-dire, si on commençait à le définir, peut-être qu'il y aurait des discussions, des quiproquos. Et d'ailleurs, la définition, elle est quand même dans des documents annexes qui s'appellent les manuels d'Oslo, qui accompagnent ce document officiel. Et là, on trouve une définition. Il y a deux versions, une version ancienne, une version plus récente. Dans la version ancienne, le mot innovation signifie et se réduit à l'innovation technologique. Alors que dans le document plus moderne, l'innovation est définie comme Schumpeter l'avait défini, c'est-à-dire l'innovation dans tous les secteurs, y compris dans les relations entre fournisseurs et clients, dans les modes d'organisation d'entreprise, etc. Schumpeter est très intéressant de ce point de vue parce que Schumpeter utilise l'innovation comme parade argumentative contre les marxistes qui attaquaient le capitalisme en disant qu'il ne pouvait que créer des situations de monopole. Et la réponse de Schumpeter, qui était libérale, pas marxiste, c'est non, c'est pas vrai, parce que l'innovation technique, notamment, ou dans d'autres secteurs, provoque des faillites. Ce qui est une bonne chose pour un libéral. Et donc l'innovation, c'est l'instrument, c'est la motricité, si vous voulez, du capitalisme qui empêche la formation de monopoles stables. Bon. Alors maintenant, j'en reviens au document de la Commission européenne. Et donc, il faut lire la première page. Je la connais à peu près par cœur, donc je vais essayer de la réciter sans me tromper. Donc on part du constat que l'Europe est face à des défis qui sont énormes et dont la gravité augmente de jour en jour. Alors on fait la liste de ces défis. Il y a compétitivité des entreprises, raréfaction des ressources, changement climatique, vieillissement de la population, santé, etc. La seule façon, c'est une sorte de postulat, de relever ces défis, c'est l'innovation. Voilà. Et donc la question est, est-ce que ce type de discours, qui ressemble à celui de Bacon, c'est quand même l'idée que si on ne fait rien, si on n'innove pas, la société européenne va se déliter et partir en morceaux. Et donc c'est un discours sur l'innovation qui part de l'idée que le temps européen est corrupteur. C'est-à-dire plus le temps passe, plus les défis sont graves, et moins on est en position de pouvoir les relever. Or ce discours-là, c'est exactement le contraire d'un discours de progrès. Parce que la philosophie des Lumières, ou la philosophie des pères fondateurs de l'idée de progrès, c'est au contraire l'idée que le temps est constructeur. C'est-à-dire que l'Éden n'est pas dans le passé mais dans le futur, mais qu'il n'adviendra pas de façon automatique, il faudra travailler. D'accord ? Donc c'est Kant qui l'a remarqué, l'idée de progrès c'est une idée consolante. Ce qui n'est pas du tout le cas du discours de la Commission européenne. C'est une idée consolante de deux façons.
D'une part parce que cette idée nous permet de penser pour nos enfants un avenir meilleur que notre présent. Et donc elle permet de tolérer l'absence de contentement que nous pouvons ressentir en regardant le spectacle du présent. Et en même temps, elle est consolante parce qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle réclame. Ah oui, parce qu'il faut travailler. D'accord ? Le meilleur ne veut pas advenir tout seul, il faut travailler. Il faut en quelque sorte sacrifier son présent personnel au nom d'un futur collectif. Mais pour accepter de sacrifier son présent personnel au nom d'un futur collectif, il faut avoir une configuration du futur. Autrement dit, il faut avoir une philosophie de l'histoire qui dessine le futur d'une façon qui soit à la fois crédible et attractive. Crédible, c'est important, parce que sinon on est dans l'utopie. Je peux toujours dessiner un monde parfait, mais si je ne dis pas par quel chemin je peux espérer l'atteindre, c'est comme s'il n'existait pas, c'est une utopie. Pour que le futur ou l'idée qu'on s'en fait soit mobilisatrice, il faut que cette idée qu'on en a soit crédible, étayée et attractive, ce qui permettra de faire les efforts qu'elle réclame, et ces efforts recevront un sens par le fait que nous voulons collectivement atteindre ce futur. Donc ceux qui ont mon âge dans cette salle, il y en a quelques-uns je crois, se souviennent que dans les années 70, l'an 2000 était configuré. Car les adolescents recevaient toutes les semaines dans leur boîte aux lettres des revues comme Tintin, Spirou, Pilote, etc. dans lesquelles, dans chaque numéro, on leur parlait de l'an 2000. Toute mon enfance, adolescence a été bercée par ça. C'est des revues dans lesquelles on nous expliquait comment on allait voyager, comment on allait communiquer, comment on allait se nourrir, comment on allait aller sur la Lune, etc. etc. Donc l'an 2000, qui était la grande obsession de l'époque, était représenté. Représenté, je prends ce mot comme je l'entendais à l'époque, c'est-à-dire le futur était mis dans le présent, il était mis dans notre présent d'adolescent, et chacun pouvait ensuite tracer une ligne existentielle qui allait le mener du présent où il était au futur qui lui était montré. Vous voyez bien que les adolescents d'aujourd'hui n'ont pas ça. D'accord ? Que personne ne leur dit, par honnêteté intellectuelle, parce que personne n'en sait rien, ce que sera 2050, et je ne parle même pas de 2100. D'ailleurs, quand on fait un peu de prospective, parce qu'il y a des secteurs dans lesquels on peut en faire, sur l'énergie, sur le climat, c'est pas très engageant. C'est plutôt la catastrophe qui se profile, plutôt qu'un avenir crédible et attractif vers lequel on aura envie d'aller. Et donc l'hypothèse que je formule, c'est que nous avons abandonné le mot progrès parce que nous n'avons plus de philosophie de l'histoire. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle, hein, parce que les philosophies de l'histoire, ça peut être le marxisme bas de gamme, ça peut être le nazisme, hein, ça peut être toutes sortes de philosophies politiques assez radicales qui nomment trop précisément le bien, qui disent voilà ce que c'est qu'une bonne société, elle est trop précisément définie, et tout ce qui vient l'empêcher ou l'altérer est éliminé. Hein, le nazisme, c'est une philosophie du bien. C'est une philosophie qui nomme le bien, mais de façon tellement radicale qu'elle fait beaucoup de mal, évidemment. Et donc voilà, le fait qu'il n'y ait plus d'idéologie de ce que doit être une société, enfin, il y a des endroits où, paraît-il, ils sont en train d'y travailler, là. La société parfaite, on voit que c'est pas forcément une mauvaise chose qu'on ait abandonné ce fantasme d'une société parfaite. Simplement, le fait que nous n'ayons plus de discours sur le futur, à long terme, d'ailleurs, la Commission européenne, quand elle parle du futur de la Commission, parle de 2020. Vous voyez, c'est après-demain, c'est pas un horizon, ça. C'est pas du tout un horizon. Ça veut dire qu'on est, même quand on fait de la prospective, on est dans un court-termisme absolument incroyable. Et ma thèse, c'est que le fait que le futur ne soit plus investi de discours, non pas forcément positifs,
mais qui donne sens à nos actions, est une des raisons pour lesquelles l'innovation provoque des burn-out, le sentiment qu'on ne va pas assez vite, qu'on est en train de rater le train de l'histoire, etc. Pourquoi? Parce que le moteur de l'innovation, dans les rhétoriques qui nous sont présentées, est un moteur dont le combustible et la mécanique sont intégralement tirés du présent. Autrement dit, c'est l'état du présent qui oblige à innover, et non pas une certaine idée que nous aurions du futur. Et donc on a en fait abandonné la philosophie du progrès, et la rhétorique sur l'innovation essaie de la remplacer, mais d'une façon qui, au lieu d'être sacrificielle mais engageante, est mortifère. Moi j'ai des copains de promo qui travaillent chez Apple. Et imaginez par exemple, vous prenez un philosophe des Lumières, vous prenez Diderot, d'Alembert, et vous l'amenez par je ne sais quelle capsule temporelle en 2016. Alors il ne faut pas tout le montrer d'un coup parce qu'il y a des choses qu'il ne va pas comprendre. L'électricité, il ne va pas comprendre. Il va y avoir que des gens dorment dans la rue en 2016. Ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre que le progrès technique n'est pas bénéficié au genre humain. Ils ne vont pas comprendre qu'on puisse rouler en voiture et laisser dormir des gens dans la rue. Ça, ils ne comprendront pas. Et donc il faut leur montrer les choses petit à petit, sinon ils vont devenir fous. Parce que ce qui s'est passé, ça n'est pas ce qu'ils avaient imaginé. Ils avaient imaginé des grandes choses, mais moins spectaculaires que ce qui s'est produit. Prenez Descartes, mettez-le dans un cours de terminale scientifique. Cours de maths. Bon. Descartes en mathématiques, c'était pas un nul, hein. Mais il va être complètement largué. Il ne connaît pas les matrices, calcul différentiel, il ne connaît pas, intégrale, il ne connaît pas. Il va donc voir que les gamins de 17 ans en savent beaucoup plus que lui en mathématiques. Ça veut dire qu'ils ont son génie, hein. Ils n'ont pas son génie, mais ils en savent plus que lui. En tout cas sur certaines questions. Et donc le petit Descartes, il va être impressionné. Il va dire, mais jamais j'aurais imaginé que toute une génération là, puisse bénéficier d'un enseignement d'aussi haute qualité. Ensuite, vous l'amenez au CERN. On a découvert le boson de Higgs. Il va être halluciné par les instruments. Et on va lui expliquer qu'on a découvert une particule, le boson de Higgs, qui change notre façon de comprendre le lien entre matière et masse. Pour un philosophe, matière et masse, c'est le même truc, c'est la même origine. On ne peut pas penser la notion de matière sans penser celle de masse. On ne peut pas penser la masse sans l'incarner en particules de matière. Donc c'est la même chose. Et on va leur dire non, on a compris que c'est pas vrai. Que la masse des particules, c'est pas une propriété qui vient d'elle-même. Ça vient de leur interaction avec le vide qui n'est pas vide. Et là, Descartes, il tombe par terre. Comment les scientifiques sont capables de faire des découvertes qui ont des incidences philosophiques? Génial. Ensuite, vous lui dites, mais tu sais, au 19e siècle, il y a un type qui s'appelle Maxwell qui a trouvé une nouvelle interaction, l'électromagnétisme, il a fait une théorie. Et avec cette théorie, un siècle plus tard, des types ont pu faire un parallélépipède qu'on appelle un téléviseur, qu'on peut mettre dans tous les foyers. Et ça marche bien. Il y a le son, il y a la couleur, l'image. Descartes dit, mais c'est génial. Donc vous avez retransmis les cours du Collège de France dans les foyers. Et là, on le fait asseoir devant une télévision un samedi soir, devant une chaîne commerciale. Donc là, il va se dire, tiens, il y a une allotélie. C'est-à-dire, le but visé n'est pas exactement conforme au but atteint. Il y a un truc à foirer. Mais ce que je veux dire, c'est que l'ambivalence dans laquelle on est, c'est qu'il y a eu des progrès qui ont largement dépassé les espérances des utopistes du XVIIIe siècle les plus enthousiastes. D'accord? Et pourtant, nous parlons du progrès comme si c'était une idée morte. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, comme j'ai épuisé mon temps de parole, je vais terminer là-dessus. La première chose, c'est est-ce que dans l'idée de progrès, il n'y avait pas l'idée qu'un jour, on pourrait être soulagé? C'est-à-dire, il y a l'idée que l'effort qu'il faut accomplir pour que la société
devienne ce qu'on veut qu'elle devienne, cet effort est plus important que l'effort qu'ensuite il faudra accomplir pour la maintenir dans cet état. Donc il y a l'idée que quelques générations vont se sacrifier, et puis après on pourra rouler. Alors c'est pas ça. Aujourd'hui, l'innovation ne vous laisse jamais en repos. Mes copains qui travaillent à Apple ont fait l'iPhone 6. Alors vous montrez l'iPhone 6 à Descartes et d'Alembert. Bon, ils disent c'est génial, mais il faut maintenant le distribuer. Il faut que tous les humains aient l'iPhone 6. Et donc, vous en avez fait assez, maintenant vous calmez, vous cessez d'innover, il y a assez d'applications, mais vous le distribuez pour qu'il profite aux gens humains. Mais le discours qu'entendent mes copains à Apple, non les gars, si vous ne faites pas l'iPhone 7, la boîte coule. D'accord ? Autrement dit, ce qui oblige à innover relève d'un discours qui fait passer ce qui est à la pointe de la modernité comme d'emblée caduque. C'est-à-dire que les choses n'ont pas de valeur puisque l'innovation va rapidement les déclasser. Et je pense que, enfin, vous travaillez dans les entreprises, tout le monde ne va pas bien dans les entreprises. Il y a des gens stressés, mais on ne sait pas très bien par quoi ils sont stressés. Sans doute est-ce par le sentiment d'être en retard par rapport à on ne sait quoi, de ne pas être très compétitif, de ne pas être suffisamment innovant. Et moi j'habite à Denfert-Rochereau, donc c'est un endroit intéressant parce que on voit partir les manifs et on voit arriver les manifs. Donc, enfin, y compris de celles dont les médias ne parlent pas. On voit toutes les manifs, enfin, beaucoup de manifs. Et c'est intéressant de lire les pancartes, parce qu'on découvre que nous sommes tous des conservateurs. Tous. C'est-à-dire, je pourrais faire un sondage ici et demander à chacun d'entre vous quelle est la chose, ou y a-t-il une chose dont vous voudriez qu'elle demeure identique à ce que vous avez connu? Est-ce qu'il y a une chose dont vous voudriez que vos enfants aient la même expérience que vous? Alors vous allez avoir des réponses différentes, mais je pense que vous tous, vous direz quelque chose qui sera pour les uns l'enseignement du latin, pour d'autres un paysage, le maintien d'un paysage, pour d'autres la façon d'acheter des billets de train. Je préférais quand c'était une personne qui me donnait un billet plutôt qu'une machine automatique. Bref, chacun a son exemple. Et donc, chacun sait qu'il y a des choses dont il voudrait qu'elles ne changent pas. Or, beaucoup de manifestations que j'ai pu voir montrent que les gens ont peur que l'innovation technologique entraîne dans son sillage autre chose qu'elle-même. Et qu'elles vont orienter la société dans des directions qui vont toucher d'autres secteurs que le secteur purement technologique. Par exemple, les relations humaines, par exemple, la façon de travailler, par exemple, etc. Par exemple, le temps de travail, par exemple, vont menacer des emplois, etc. Et que on a l'impression que ce qui donne le tempo de l'histoire, c'est la technologie, mais qu'elle entraîne dans son sillage autre chose que des mutations technologiques, dont on n'est pas forcément conscient, mais dont on perçoit qu'elles pourraient être menaçantes. Et donc je pense qu'il y a une angoisse liée à ce discours de l'innovation, qu'on essaie de pondérer par le principe de précaution, ce qui nous met vis-à-vis d'elle dans une situation schizophrénique. La précaution étant... je sais que l'Europe travaille au concept d'innovation responsable. Innovation responsable, donc ça va mettre un petit coup de stress en plus, parce que non seulement il faut innover, mais en plus il faut le faire de façon responsable. Alors, je crains que vous ayez du travail dans les années qui viennent. Et juste pour lancer la discussion, en 1974, Canguilhem, qui était un grand philosophe, disciple de Bachelard, a écrit un livre, un article plutôt, dans la revue Métaphysique et de morale, qui s'appelait « De la décadence de l'idée de progrès ». Et il disait qu'en fait il y a deux phases. Il y a la phase siècle des Lumières, où le symbole du progrès c'est la lumière, évidemment, et elle associe un principe de conservation, de continuité, de croissance indéfinie. La société ne va cesser de s'améliorer continuellement, avec des accidents épisodiques, mais qui auront du sens, parce que ce qui compte, c'est la trajectoire. Lisez Condorcet, par exemple, il développe ça. Et puis au XIXe siècle est apparue une nouvelle science qui s'appelle la thermodynamique, qui montre que l'énergie se dégrade en chaleur,
Et le symbole du progrès, ça va cesser d'être la lumière pour être la vapeur, la machine à vapeur. Et ce que dit Canguilhem, c'est qu'il serait temps de faire progresser l'idée de progrès au nom d'elle-même. Après tout, si vous croyez au progrès, vous devez faire progresser votre façon de le penser pour tenir compte de ce qu'il a engendré. Et donc, avant de liquider l'idée de progrès, ce qu'on a fait dans nos discours, est-ce qu'on ne pourrait pas retravailler cette idée pour lui donner un sens nouveau qui la rende opératoire afin de orienter nos actions dans un sens qui soit porté par une certaine idée du futur plutôt que poussé par les déficiences du présent. Alors, il y a des gens qui font ça, hein, mais ce n'est pas forcément des gens qui se reconnaissent dans le XVIIIe siècle. C'est ce qu'on appelle les courants transhumanistes, hein, en Californie ou ailleurs, des gens qui pensent que la technologie doit nous sortir de la condition humaine en dopant nos cerveaux, en augmentant nos performances physiques, psychologiques, intellectuelles. Et il y a énormément d'argent, comme vous le savez, qui est développé dans cette recherche très innovante, mais il va de soi que ça ne concernera pas tout le monde. Et que cette conception-là du progrès est une conception sectorielle. C'est l'idée qu'une partie de l'humanité va s'émanciper de la condition humaine, du statut d'Homo sapiens, pour devenir des post-humains, et puis les autres seront des Homo sapiens laissés à eux-mêmes, et, à mon avis, très fortement méprisés. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis reparti, en fait, finalement, en prenant en quelque sorte à témoin du rapport à la science et à l'expertise aujourd'hui. Donc, ce qui serait un petit peu derrière la question de l'innovation, mais il y a peut-être des liens à faire. Donc, je me suis demandé, finalement, qu'est-ce qui me... Voilà, il y a des choses par quoi je suis touché à propos de la science et qui peuvent poser des questions, et je vais trois propositions l'une avec l'autre. Je suis effectivement touché d'une certaine manière quand il y a des découvertes fondamentales qu'on annonce dans les journaux, hein, vous en avez cité, ou bien quand on découvre dans un désert lointain un bout de mandibule qui dit quelque chose de l'origine de l'humanité. Je suis aussi touché aussi quand on critique, quand un Premier ministre critique le rôle possible des sciences sociales dans la société, dans peut-être plus son progrès que l'innovation d'ailleurs. Et puis peut-être aussi quand vous dites dans vos écrits et dans diverses chroniques que les sciences exactes n'attirent plus autant les étudiants. Voilà. Donc je me suis dit, voilà, trois points qui me relient à cette question de la science, si on peut dire. Et pour constater que, alors là, je ne reviens pas sur ce que vous avez dit aussi, hein, la première tension fondamentale du fait que voilà, c'est à la fois ça apporte des crises et qu'on ne peut pas s'en passer, pour me centrer sur peut-être une vision un peu naïve, mais qui est de constater d'abord que la science forme complètement ma ou notre vision du monde, et que quelque part, même si je veux dire que je ne suis incapable évidemment, comme beaucoup d'entre nous, de restituer quoi que ce soit au fond, en quoi le boson de Higgs est important dans la matière, néanmoins, je sais que ça fait partie, peut-être sur le mode d'un récit mythologique, mais de ma vision du monde. Et je vais peut-être souligner que cette vision du monde que nous propose la science, hein, et vous le dites aussi à certains endroits, elle est quand même étonnamment froide. Hein, quand vous dites tout à l'heure, finalement, la science physique n'est pas une science humaine. Voilà, on sent aussi ce côté, voilà, peut-être glaçant. Hein, c'est le silence des espaces infinis. Voilà. En même temps, je crois que le projet scientifique nous livre aussi quelque chose à quoi nous tenons et qui peut-être nous fait tenir aussi. C'est l'idée que par notre esprit, nous pouvons établir un rapport au monde qui se dégage des autorités, de tout type d'autorités, et en particulier politiques, idéologiques, religieuses. Voilà. Donc ça me semble important. Et je pense, très modestement, mais que là je viens sur la pratique plutôt psychosociologique, que la psychosociologie, dans son projet, s'inscrit complètement dans quelque chose qui vient aussi de ce projet de la science et qui propose de l'émancipation.
nous avons peut-être, je ne sais pas, la prétention et en même temps la modestie de proposer dans les organisations où nous intervenons de ménager ou d'aménager, non pas des espaces de changement social, mais plus modestement maintenant, disons, comme on dit, de subjectivation, d'appropriation, où on essaye d'appuyer les personnes, les collectifs de travail, pour qu'elles aient un petit peu plus de marge de manœuvre, et peut-être qu'elles disent un peu moins, je n'ai pas le temps, mais un tout petit peu, tiens, là, j'ai peut-être un petit peu plus de liberté. Voilà, donc ce que je veux dire très rapidement, c'est voilà, du côté du lien à la science, je pense qu'il y a profondément ça dans le projet et la pratique que nous menons. Et le fait qu'il faut bien dire, ça reste un horizon de référence, alors même peut-être sans doute très très loin des sciences physiques fondamentales, mais on pourrait dire, enfin je ne sais pas si vous en conviendrez, que voilà, nous intervenons ni au nom d'une religion, ni au nom d'un projet artistique, et le moins possible comme une idéologie. Et pas non plus, généralement, comme une sagesse. Donc, quelque part, il y a bien une référence à la science. Voilà. Alors, voilà du côté des liens, et je voudrais maintenant venir au fait de ce que nous constatons aussi, et qui, peut-être, j'espère, a développé des points sur le glissement, ce qu'on pourrait appeler le glissement de la question de la science vers l'expertise, au nom de quoi beaucoup de changements se font, et notamment des changements au nom d'innovation. Et donc je m'interroge sur le lien, qu'est-ce qui vient de la science à l'expertise, et je m'interroge sur le terme même de l'objectivité. Et là, peut-être, c'est une hypothèse, mais peut-être c'est aussi l'idée qu'il faut bien considérer que la science telle qu'elle nous parvient à nous, j'allais dire laïcs ou profanes, ou pas forcément initiés à tous ces savoirs, nous prenons énormément, enfin, les résultats scientifiques comme des croyances. J'ai bien conscience que, voilà, je suis bien obligé de constater que cette vision du monde, qui est, j'espère, en lien avec la réalité de l'univers ou de la matière, pour moi, c'est, au fond, au niveau d'un mythe. Et je fais l'hypothèse qu'il y a un écart dans la perception qu'on peut avoir de la légitimité scientifique entre une identité, ce qui serait une identité professée de la science, qui met toujours en avant le fait qu'elle est le produit d'une liberté de pensée, et une identité de fait, dans l'aperçu, qui serait que la plupart du temps, en fait, nous croyons et nous ne savons pas. Voilà, donc peut-être ça a à voir aussi avec les remises en question de la science aujourd'hui, qui se font de l'extérieur, comme si c'était face à une autorité et non plus au vif de la création du savoir. Alors, là aussi, c'est une question, hein, bien sûr, mais il me semble qu'autour de cette question de l'expertise, peut-être la notion d'objectivité vient jouer un rôle, et que, précisément, il y aurait un passage, c'est une hypothèse que je soumets, mais nous, dans nos interventions, on a affaire à des discours où l'objectivité devient ontologique, en quelque sorte, et n'est plus, comme je pense, dans le projet scientifique, ça désigne la méthodologie, en fait, et les d'ordre de méthodologique, c'est-à-dire qu'on est dans une objectivation. Je pense que même dans les sciences humaines, on peut se reconnaître comme dans des démarches d'objectivation. Voilà. Et cette vision-là, elle nous pose question. Je pense, en tant qu'intervenant psychosociologue, donc, qui avons affaire avec... on essaye de travailler avec les personnes sur la manière dont elles vivent les situations, et on essaie de travailler à la compréhension de celles-ci. On doit constater que dans les organisations, on est souvent face à ce qu'on pourrait appeler une rigidification de la représentation de l'être humain. Et que cette rigidification, on peut faire l'hypothèse qu'elle a à voir avec le développement de certains savoirs d'expertise qui, quelque part, trouvent leur légitimité, à un degré qu'il faudrait déterminer, sur le projet scientifique. Donc pour moi, c'est une question. Il nous semble aussi, là aussi j'inviterai les gens de la salle à développer à partir de leurs expériences, mais que les projets d'innovation, généralement, privilégient tout ce qui est
tout ce sur quoi on peut avoir prise, hein, des formes d'organisation, des objets techniques, mais aussi beaucoup des formes d'organisation, et que voilà, ça donne aussi, ça participe du carcan que vous citiez en fin d'exposé. Donc, alors que pour nous, alors je dis nous, bon, voilà, la question du sujet reste vive, hein, puisque c'est, voilà, on le trouve, je vais donner l'exemple, hein, quand vous dites que le micro, vous avez l'impression que le micro ne vous écoute pas, vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous dites, voilà, peut-être c'est une manifestation de ce que nous essayons d'être happés aussi sous le terme de subjectivité. Voilà. Donc, pour moi, disons que voilà, ce qui me questionne et ce que je livre au questionnement, c'est vraiment finalement la situation, hein, de ce que nous rencontrons comme une objectivité pesante, voire ignorante. Et voilà, quel est son lien avec le projet de la science, alors et qui fait que d'emblée, nous inscrivons plutôt, hein, dans un courant critique de la rationalité instrumentale. Voilà. Donc pour moi, ces deux termes d'objectivité et de rationalité, vous ne les avez pas évoqués directement. Voilà, j'ouvre la réflexion. Comment vous les situez aussi dans ces évolutions que vous nommez. Donc je voudrais juste finir en disant aussi que voilà, on peut comprendre que les nécessités de l'organisation sociale à un niveau hyper complexe aujourd'hui supposent d'avoir à disposition voilà, ce regard de la rationalité technique et de l'objectivité, on pourrait dire, hein. Mais voilà, ça pose cette question, en tout cas c'est nous ce que nous rencontrons, voilà, la question de la place du sujet humain, et la question peut-être, vous avez fait un livre où vous rencontrez des Indiens d'Amazonie, et en disant l'écart, hein, entre leur conception, leur lien à la nature et la conception héritée de Galilée. Et je me demande si, voilà, moi j'ai l'impression de rencontrer de plus en plus d'Indiens dans la forêt des organisations, et voilà, où on se demande finalement, mais quel est le rapport au réel? Qu'est-ce qui se passe là? Et il me semble que une grande partie du désarroi et peut-être d'une certaine méfiance ou d'une anxiété vis-à-vis, y compris du projet scientifique, au sens très large, vient aussi de ce sentiment, ce que disait déjà Husserl dans la crise des sciences européennes, qu'on est en quelque sorte expulsé du monde dans lequel pourtant nous vivons. Voilà, donc voilà, il me semble peut-être juste pour finir un petit peu sur une boutade, mais que penser le sujet de la science et ce que vous appelez aussi le besoin de réérotiser le projet scientifique pour qu'il soit plus attractif est tout à fait un objet psychosocial dont nous pourrions nous saisir. Voilà. Merci pour ces remarques. Bon, je vais pas tout reprendre, mais apporter quelques précisions, notamment sur la notion d'objectivité. Évidemment, la science n'est pas objective parce que les scientifiques le sont. Enfin, je ne connais pas de scientifique objectif. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de possibilité, quand on est scientifique, de faire une cure de désintéressement pour devenir objectif. Donc l'objectivité de la science ne vient pas des scientifiques. Elle vient au contraire de deux choses. D'une part, que c'est des gens en général passionnés, donc ils sont en complète subjectivité, mais qu'ils ont mis en place des structures de discussion qui font que pour emporter l'adhésion des autres, il faut des arguments qui ne viennent pas que de soi, mais qui viennent de ce qu'on pourrait appeler le réel. Voilà. C'est quand même le réel l'arbitre. Si je prends l'exemple du boson de Higgs, il a valu un prix Nobel à deux physiciens, François Englert et Peter Higgs. Il y en a un troisième qui aurait dû l'avoir, mais qui était mort un peu avant. Et mes étudiants, par exemple, ils pensent que ces trois-là, ils avaient une démarche scientifique meilleure que ceux qui les contestaient. Qu'ils étaient plus rigoureux, plus objectifs, et que c'était de meilleurs scientifiques que ceux qui proposaient des théories alternatives pour expliquer la masse des particules. En fait, non. Pendant 48 ans, on n'a pas su qui avait raison, parce que la réponse
Alors, question ne vient pas de nous, elle ne vient pas de la qualité des travaux, elle ne vient pas de l'état d'âme et de pureté des scientifiques qui sont engagés dans cette affaire, elle vient du réel. Et quand on a découvert le boson de Higgs, toutes les théories alternatives, je ne vais pas les nommer, qui essayaient de résoudre le même problème avec d'autres méthodes, ont rendu les armes. C'est quand même assez incroyable, c'est des gens qui rendent les armes. Ils disent on arrête, bon c'est bon. Et donc, le prix Nobel a été donné à des physiciens, non pas parce qu'ils étaient meilleurs physiciens que les autres, mais parce qu'ils ont dit un truc avec lequel la nature était d'accord. Mais on ne peut pas savoir à l'avance avec quoi la nature va être d'accord. Donc c'est pas une question de qualité de travail, c'est plutôt, il y a plusieurs options et l'expérience a tranché. Et ça, je pense que c'est une différence entre les sciences humaines et les sciences dures, si je puis me permettre. Il y a eu des discussions très longues, presque philosophiques, qui ont été tranchées en laboratoire. Ça, c'est quand même impressionnant. Vous dites que c'est froid, mais en fait, c'est tout le contraire de froid. Le débat entre Einstein et Bohr sur le rôle du hasard en mécanique quantique, c'est un débat extraordinaire, qui était un débat philosophique. Qu'est-ce qu'on doit attendre d'une théorie physique? Est-ce qu'elle doit rendre compte du réel ou simplement rendre compte des résultats d'expérience? Lisez ça, c'est un truc fascinant. Et un jour, on s'est rendu compte que ces deux points de vue philosophiques différents n'étaient pas physiquement équivalents. Et qu'il devait donc y avoir des situations dans lesquelles, si on adhère à la première thèse, alors tel résultat va se produire, et si on adhère à l'autre, c'est un autre résultat. Et quand les lasers sont apparus, on a pu faire l'expérience. Et le débat a été tranché. C'est quand même... Voilà, faire des découvertes philosophiques négatives, c'est des événements assez rares qui provoquent énormément d'émotions. Donc ça, c'est pour l'affaire des Indiens, en effet, parce que moi, je pensais que ce qui nous distingue des Indiens, c'est la raison. Et en fait, non, j'ai discuté avec eux, ils raisonnent parfaitement, ils utilisent le principe du tiers exclu, dont nous on dit qu'il a été inventé par Galilée, par Aristote. Ils utilisent le principe de causalité, etc. Donc ce qui nous distingue d'eux, contrairement à ce que j'ai longtemps cru, c'est pas du tout la raison, c'est la science. C'est pas la même chose. Et qu'eux n'ont pas fait, comme beaucoup d'autres, ce qu'on appelle la coupure galiléenne, c'est-à-dire l'idée que les lois physiques s'expriment mathématiquement, etc. C'est cette coupure qui n'a pas été faite, qui a donné à ceux qui l'ont faite une certaine puissance opératoire, mais qui n'est pas le symptôme d'une raison supérieure, simplement que vraiment ça fonctionne. Maintenant sur connaissance-croyance, évidemment je suis d'accord, je pense, c'est pas très original de le dire, que nous sommes engagés dans une compétition qui va être de plus en plus violente et dure entre les connaissances et les croyances. Et que c'est vraiment pas gagné pour les connaissances. Voilà, pour trois raisons. La première, c'est que nous avons une très mauvaise connaissance de nos connaissances. Nous avons beaucoup de connaissances, mais nous n'avons pas de connaissance de ce qui fait que ce sont des connaissances. Tous mes étudiants savent que la Terre est ronde. En fait, tout le monde sait que la Terre est ronde, mais personne ne sait dire comment on a su qu'elle était ronde. Or, on a su dire qu'elle était ronde bien avant de voir qu'elle était ronde. J'aime bien voir, on a pris des photos de satellites dans Magellan, il n'est pas parti sur une terre plate. D'accord? Et donc, voilà, on sait depuis très longtemps que la Terre est ronde, et comment on l'a su? Et là, il n'y a plus personne. Or, si on n'est pas capable de dire d'où vient dans l'histoire que des connaissances ont acquis le statut de connaissance, non pas parce que les types qui les ont obtenus étaient plus intelligents que les autres, mais parce qu'une controverse, des arguments ont fini par leur donner raison, si on ne connaît pas ça, alors on a des connaissances qu'on traite comme des croyances, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'on va dire, parce qu'on va les répéter, on va les vendre avec des arguments d'autorité, et on les vendra d'ailleurs en général avec moins de conviction et moins de prosélytisme que ceux qui ont des croyances pures, et donc on est rétamé. Ensuite, pour que les connaissances vivent dans la culture, par exemple, il faut qu'on leur reconnaisse une valeur intrinsèque qui n'est pas liée aux retombées qu'on peut en avoir. Par exemple,
On pourrait dire que l'iPhone, c'est un truc qui marche super bien, mais j'ai pas besoin de connaissances scientifiques pour le faire fonctionner. D'ailleurs, j'ai un rapport magique avec mon appareil. J'appuie sur des touches, j'envoie un mail à un collègue qui est en Australie, et il voit des lettres apparaître sur son écran, c'est celles que j'ai écrites. Mais qui est capable de dire comment ces lettres ont voyagé dans l'espace? Qui est capable de dire comment ça marche? Il n'y a absolument personne, sauf 2-3 ingénieurs de... Ça veut dire que nous avons un rapport magique aux objets techniques et nous pouvons les utiliser sans notice ou mode d'emploi. C'est quand même la première fois que des instruments de très haute complexité peuvent être utilisés sans notice. Moi, je me souviens de la mode d'emploi de la première machine à laver qui est arrivée à la maison, c'était un bottin. Voilà, donc le design, l'innovation a permis que nous ayons, avec ces objets, une familiarité immédiate qui fait que le bac plus 5 n'est pas avantagé par rapport à l'enfant. Ça, c'est quand même une mutation anthropologique qui modifie le rapport à la technique. Enfin, dans le fait que les connaissances perdent de la valeur, moi je vois deux choses. Ce que vous avez rappelé, un ministre de la République qui dit que expliquer quelque chose, c'est le justifier, c'est quand même dingue ça. Qu'on ne soit pas tous descendus de la rue. C'est une phrase absurde. Ça veut dire qu'un phénomène peut se répéter, proliférer même, sans qu'il y ait de cause. Ça veut dire que les climatologues qui ont observé que le climat se réchauffe sont responsables du réchauffement. Ça veut dire que celui qu'il faut incriminer quand il y a un accident d'avion, c'est Newton. C'est ça que ça veut dire. Je trouve ça complètement dingue. Et d'ailleurs, c'est une phrase qui vient délégitimer non seulement les sciences humaines, mais aussi les autres, tout le monde. Tous ceux qui cherchent des explications sont dans la justification de ce qu'ils recherchent. Mais on est entré là dans... Enfin, c'est filmé, donc je vais pas... C'est incroyable qu'on puisse entendre ça aujourd'hui. Ça veut dire que les connaissances n'ont pas de valeur. Alors, elles n'ont pas de valeur, et non seulement n'ont pas de valeur, mais en plus, elles sont pernicieuses. Puisqu'elles conduisent à excuser, ou à expliquer, ou à justifier des comportements qui ne sont pas justifiables par principe. D'ailleurs, le ministre qui a dit cela s'est contredit en donnant de l'argent pour les sociologues qui étudient les phénomènes de radicalisation. Donc ça veut bien dire qu'il est en contradiction avec lui-même. Mais, donc ça c'est une première chose. Et l'autre, c'est que moi je travaille sur Einstein en ce moment. Et quand on a découvert la déviation des rayons lumineux en 1919 après la guerre, et on a observé que cette déviation lors des éclipses totales du Soleil était égale à ce que Einstein avait calculé, donc la lumière est courbée par la matière, bien qu'elle ait une masse nulle, ça fait la une des journaux dans le monde entier. C'est incroyable. Des unes entières avec des explications. En Amérique du Sud, en Afrique, partout, on ne parlait que de ça. Quand on a annoncé la découverte des ondes gravitationnelles, qui est un truc énorme, hein, je ne sais pas si ça vous a heurté, mais c'est un truc énorme. Ça, au journal de 20h, ça a été lessivé par le remaniement ministériel, dont on sait qu'il a une portée cosmique. Enfin, il y a un autre argument qui est ce que j'appellerais moi le populisme scientifique. C'est-à-dire le fait d'utiliser des arguments de bon sens pour contester ou se moquer du discours des scientifiques. Ils disent que ça se réchauffe, vous voyez, il faisait froid au mois de mai. Ça c'est Claude Allègre. D'accord? C'est-à-dire mon petit ressenti avec ma physiologie à Paris me permet d'inférer à partir de l'expérience que j'ai de la température au mois de mai, l'évolution de la température de l'atmosphère terrestre. Je ne vais pas voir le temps qu'il fait au Spitzberg, je ne vais pas voir la fonte des glaces, non, c'est mon petit... Ah, j'ai pas mis de paletot aujourd'hui. Voilà. Ce populisme scientifique qui produit des énoncés à la fois archi-faux et éloquents, c'est ravageur. Parce que la science, enfin la science moderne, elle sait... Faire de la science, disait Bachelard, c'est penser contre son cerveau. Et toutes les lois physiques qu'on a élaborées depuis Galilée sont des lois qui contredisent l'observation. Donc utiliser l'observation pour contredire les lois, c'est absurde. Alors, on voit bien que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Une boule de pétanque tombe plus vite qu'une balle de ping-pong. Tout le monde a vu ça. Mais la vraie loi de la chute des corps, c'est que les corps tombent à la même vitesse. Ça, personne n'a vu.
C'est Galilée qui a vu que la précédente loi qui dit que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers conduisait à des absurdités. Toute simple, hein. Si je prends une bouteille, ça c'est l'expérience de Galilée, il n'est pas monté au sommet de la tour de Pise. Hein. Parce que si je vais au sommet de la tour de Pise avec une bouteille et un bouchon, je les lâche, c'est la bouteille qui touche le sol en premier. Hein. Donc ça confirme ce que tout le monde sait, les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Mais Galilée dit, mais qu'est-ce qui se passerait si c'était vraiment vrai? Donc j'imagine une expérience de pensée où je mets un fil entre la bouteille et le bouchon. Donc l'ensemble formé par les deux est plus lourd que la bouteille. Donc si je le laisse tomber, il va tomber plus vite que la bouteille puisqu'il est plus long que la bouteille. Mais en même temps, pendant la chute, le bouchon qui tombe moins vite va tendre la corde et ça va faire parachute. Donc la bouteille va tomber moins vite. Donc à partir du même raisonnement, j'ai deux conclusions qui sont contradictoires l'une avec l'autre. Comment résoudre le paradoxe? En disant que la bouteille tombe comme le bouchon, ce qui n'est pas ce qu'on voit. Ça, c'est la vraie loi. Et quand vous croyez la vraie loi, alors vous interrogez l'observation. Vous dites, ah oui, mais quand on fait tomber des trucs, il y a la poussée d'Archimède qui n'agit pas de la même façon, etc. D'accord? Mais toutes les lois physiques contredisent l'observation, contredisent le bon sens, contredisent... pensez à la mécanique quantique. Vous écoutez un énoncé de mécanique quantique, mais vous tombez de votre chaise. Ça veut dire qu'une particule, si une particule peut être là, et si elle peut être là, alors elle peut être là plus là. Ça veut dire quoi, ça? Tous les objets sont localisés, pourquoi une particule ne serait pas localisée? Etc., etc. La relativité, c'est pareil. Et donc, si vous demandez aux instances de jugement d'être conformes à ce que vous attendez de la vérité, la science va être liquidée. D'accord? Or, pour que la science soit une connaissance qui ne soit pas pensée comme une croyance, il faut du temps. Il faut expliquer comment on y est arrivé, etc. Or, la science est la première victime d'une sorte de crise de la patience qui touche tous les secteurs de la vie sociale. C'est-à-dire, on n'a jamais le temps d'expliquer. Et moi, j'ai regardé le journal de 20h qui annonçait les ondes gravitationnelles, c'était 30 secondes. Ben, je veux dire, c'était une information comme une autre, que j'ai cru, si je suis ignorant en science, comme si elle m'était délivrée par un argument d'autorité. Je me dis, mais c'est quoi ces trucs-là? Des ondes qui ont traversé l'espace-temps pendant 1,3 milliard d'années, qui résultent de la fusion de trous noirs. Mais comment c'est ça? Qui a vu ça? Comment est-ce qu'on a la preuve? Bref, je peux déployer tout un scepticisme de bon aloi et faire agir une sorte de populisme scientifique ou de démagogisme cognitif par lequel, à partir de mes arguments à moi, je vais ridiculiser les discours des scientifiques. Et ça, je trouve que c'est peut-être une bataille qu'on pourrait mener ensemble, d'essayer de faire en sorte qu'on arrive à expliquer d'où vient que les connaissances ou les découvertes sont portées par des arguments qui ne sont pas expliqués dans la façon de les dire. Voilà. Et Nietzsche, dans un bouquin qui s'appelle L'humain trop humain, a écrit un petit paragraphe qui s'appelle L'avenir de la science. C'était en 1878. C'est incroyable ce texte parce que il ne ressemble pas du tout à ce qu'on disait de la science à l'époque, mais il est une description assez rigoureuse de ce qui se passe aujourd'hui. Nietzsche dit en gros que le désir du vrai va être abandonné au profit de l'acceptation de ce qui nous fait du bien. Autrement dit, nous déclarons aimer la vérité, mais en fait, nous déclarons vraies les idées que nous aimons. Et ça, c'est la meilleure caution qui soit de la paresse intellectuelle. Enfin, je pense que c'est ça qui fait qu'on ne va plus y voir, parce que d'abord, c'est compliqué, ça ne nous intéresse pas. Il fait d'autres remarques dans ce texte que je trouve assez percutante et qui a un effet sur l'enseignement. Il dit c'est toujours beaucoup plus intéressant de faire de la recherche que d'apprendre la science à l'école. Il dit par exemple, quand on apprend la table d'addition, on l'apprend par cœur. 1 plus 2 égale 3, etc. On l'apprend par cœur. Bon. Mais en l'apprenant par cœur, on n'a aucune idée de l'effort intellectuel, de la puissance d'attraction qu'ont déployé les gens qui ont écrit la table de multiplication. Ces gens qui ont compris qu'on pouvait non seulement ajouter des choses les unes aux autres, mais aussi des chiffres. C'est-à-dire que l'addition concerne non pas les choses, mais une représentation des choses. Ça, c'est un truc dingue. Et
Et celui qui a fait ça, ou ceux qui ont fait ça, sont des génies purs. Mais ce génie qu'ils ont manifesté se trouve nié ou complètement aplati dans le fait de les apprendre par cœur. Et donc si on pouvait, dans l'enseignement, restituer la fraîcheur des arguments de ceux qui ont fait les découvertes, je pense qu'on changerait la donne. Mais on n'a jamais le temps de le faire. Du coup, on récite. Et enfin, sur l'innovation, moi je pense qu'il y a une partie de l'angoisse qui vient d'une remarque qui avait été faite par Paul Valéry, que j'ai citée plusieurs fois. Il a dit cette phrase en 1911 que je trouve assez éclairante. Il dit l'homme sait en général ce qu'il fait, mais il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait. D'accord ? Et donc on innove, les gens qui innovent, ils savent ce qu'ils font. Par contre, ils ne savent pas ce que ça va faire. Vous faites une centrale nucléaire, vous savez ce que c'est qu'une centrale nucléaire, vous la construisez, vous êtes un bon ingénieur, vous faites une centrale nucléaire. Mais est-ce que vous savez dire ce que va faire le fait qu'il y ait une centrale nucléaire ? Non. J'ai des copains au CERN qui sont des gens très connus parce qu'ils ont inventé, dans les années 90, ils ont inventé l'adresse www, le HTTP, enfin bref, ils ont inventé Internet. Enfin, ils ont inventé le web. Pourquoi ils l'ont inventé ? C'est parce que les données qu'on obtenait auprès des expériences étaient tellement nombreuses qu'il fallait les partager entre plusieurs laboratoires dans le monde entier, les transmettre sous des formes de fichiers que tout le monde pouvait lire. Et donc leur problème c'était ça, c'est comment faire en sorte qu'un physicien qui est aux États-Unis, un autre qui est en Inde, un troisième qui est en Russie, puisse lire des fichiers de données venant des expériences du CERN. Voilà ce qu'ils ont inventé, le web. Ils ont inventé le web. Et puis maintenant ils voient le web, quoi. Et ils ne savaient pas qu'en inventant le web, ils feraient le web, quoi. Que ça sert dans les agences matrimoniales, etc. Ils étaient incapables de le prédire, ça. Et ça, c'est une illustration de la phrase de Valéry. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne peut pas faire une philosophie de l'histoire. Parce qu'on ne peut pas prédire ce que va faire ce que nous faisons. Simplement ce que nous faisons. Je ne parle même pas de ce qu'on ne fait pas et de ce qu'on subit. De sorte que les ressorts de la prédiction sont cassés par le fait que la société est devenue liquide. Il n'y a plus d'assises sur lesquelles on puisse ancrer des prédictions. Personne ne peut dire quel usage nous allons faire des innovations qui sont à venir. Personne ne peut dire quel usage la société va adopter des innovations qui sont en cours. Et ça, je pense que ça crée aussi, pas forcément une angoisse, mais une impossibilité qu'ont les parents, par exemple, d'insérer ce qui se passe dans un récit qui fasse sens pour les enfants. Et je pense que l'angoisse vient du fait que le futur a horreur du vide. C'est-à-dire que s'il n'est pas pensé, s'il n'est pas objet de discours, il va être le lieu des angoisses, le domaine d'accomplissement de la catastrophe. Parce que quand même, j'aime bien comparer les époques, mais quand j'étais étudiant, lycéen, tous les matins on me distribuait un tract m'invitant à tout laisser tomber pour faire la révolution. C'est-à-dire, au nom d'une certaine idée de l'avenir crédible et attractive, je devais faire en sorte de faire advenir ce futur. Aujourd'hui, c'est la figure de la catastrophe qui a remplacé la révolution. C'est-à-dire, au nom d'une certaine idée du futur qui est crédible et répulsive, on me demande d'empêcher que ce futur advienne. Une sorte d'inversion complète qu'on retrouve dans la version de « On n'arrête pas le progrès ». Et je trouve ça incroyable qu'en une génération, le futur soit le lieu d'accomplissement de la catastrophe en remplacement de l'accomplissement de la révolution. Le cercle de Vienne, que vous avez dit au début, la physique comme monsieur propre du langage, ça va rappeler un petit peu le manifeste du cercle de Vienne, mais avec beaucoup de plaisir. Sur le progrès... Wittgenstein, plutôt Wittgenstein. Plutôt le premier Wittgenstein, voilà, qui a eu... sur le progrès, je pense qu'ici, effectivement, on a une préoccupation en psychosociologie, on travaille beaucoup sur les pathologies du progrès. Et donc, effectivement, toutes ces notions autour de l'angoisse, etc. Vous avez beaucoup parlé de Bacon et je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a quelqu'un que vous n'avez pas cité, vous auriez pu citer, c'est Auguste Comte, qui a beaucoup marqué la société française et qui a fait justement du progrès quelque chose qui était absolument pivotal dans sa pensée. Il y a aussi une idée quand même... on peut avancer, je pense, que quand même le progrès était un peu une sorte de mythe de la modernité.
On le voit sur un texte de Lamartine dans un discours à l'Assemblée en 1852, quand il y a eu Plaignons-nous, mais marchons. Exactement. Voilà, nous avons de bonnes lectures. Et c'est vrai que quand on a des poètes qui disent que finalement un accident de train dramatique, parce qu'il y a eu une 50aine de morts, c'est triste, mais continuons et avançons. Ça veut dire que même finalement dans l'art, dans la littérature, le progrès est au-dessus, le progrès devient une espèce de projet collectif. Et donc effectivement, je suis assez d'accord, il n'y a plus ce projet collectif. Mais alors après, j'ai deux petites questions. Est-ce que cette angoisse face à l'innovation n'est pas finalement un avatar de la déception face à la raison qui a été déjà travaillée par Adorno, Horkheimer, enfin toute l'école de Francfort, d'où une autre question, faut-il croire au progrès? Pourquoi a-t-on besoin de cette notion de progrès? Et il y a aussi, est-ce qu'on entend les gens en économie, et il y a beaucoup d'économistes dans cette école qui, pour eux, une bonne économie, c'est une économie qui est dans la croissance. Bon, mais il y a aussi des économistes qui commencent à penser d'autre chose que la croissance. Bon, que peut-on penser en dehors de ça? Ne faut-il pas se déprogressiser? C'est-à-dire, n'a-t-on pas finalement une espèce de propre idéologie ou de mythologie du progrès par rapport à cela? Et puis il y a une dernière chose aussi sur l'équivocité du progrès. Est-ce que Uber, c'est un progrès? Est-ce que l'ubérisation de la société, c'est un progrès? C'est une innovation, très clairement, une innovation organisationnelle. Ce n'est pas tellement une innovation technologique, mais c'est une innovation de marché organisationnel. Est-ce que c'est un progrès en termes d'émancipation, de travail, des conditions de travail, etc.? La question se pose. Et donc il y a vraiment une question derrière, c'est finalement de quoi le progrès est-il le nom? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Je vous laisse avec ces toutes petites questions. Non, pour répondre à la première question de monsieur à propos du progrès, je suis pas en train de dire que... Je pense que justement, il faut faire le bilan d'idée de progrès, c'est-à-dire que l'embrayage automatique entre les différentes formes de progrès que a invoqué Condorcet, par exemple, qui disait, voilà, il y a un progrès scientifique qui engendre automatiquement un progrès technologique, qui va engendrer un progrès politique, puis un progrès moral, puis... bref. Si vous lisez l'article Géomètre de l'encyclopédie qui est écrit par d'Alembert, d'Alembert dit, voilà, si vous prenez un peuple qui est soumis à une tyrannie implacable, et si dans cette tyrannie, dans ce peuple, vous formez quelques géomètres, ancien mot pour mathématiciens, quelques années plus tard, le peuple va se libérer de son joug. Voilà. Cette naïveté-là, évidemment, elle est très naïve. D'Alembert ne pensait pas à la Corée du Nord, voilà, où il y a d'excellents géomètres. Donc, il ne suffit pas de former quelques matheux pour que la société se libère, ça ne marche pas. Et donc, on pourrait même aller plus loin et dire qu'aucun des embrayages, à part le premier peut-être, que d'Alembert ou Condorcet ont invoqué, n'existe vraiment. La science a pu se mettre au service de la barbarie à plusieurs occasions, etc. Et donc il faudrait interroger cela, et notamment interroger le fait que c'est toujours au nom du bien qu'on se fait la guerre. Alors que les philosophes des Lumières, ils ont l'idée qu'il y a un bien, voilà, il suffit de le nommer, de le viser, et tout va aller bien. Mais tous les gens, Daesh, quand ils revendiquent un attentat à Paris, ils le font au nom du bien. C'est-à-dire le communiqué explique très bien pourquoi ils ont fait ça, au nom de quel bien supérieur ils l'ont fait. Voilà, donc on devrait plutôt se mettre d'accord sur ce qu'on appelle le mal, plutôt que sur ce qu'on appelle le bien, puisque quand on se met trop d'accord sur le bien, enfin, quand on a une idée trop précise de ce qu'il est, on se fait la guerre. D'autre part, l'idée de progrès, si vous voulez, elle est l'idée de crise. Elle va de pair avec l'idée de progrès. C'est-à-dire que c'est une idée qui a 3 siècles. Je veux dire, à partir du moment où vous considérez que la société pourrait être autrement qu'elle est, mais vous la mettez en crise. Vous la mettez en crise, c'est direct, puisque vous l'invitez à se comparer à ce qu'elle n'est pas. Et donc ces déficiences apparaissent, ces lacunes, ces imperfections apparaissent, et ces imperfections étant apparues, vous avez l'impression qu'elle est en crise, qu'il y a constamment des choses à corriger, puisque finalement, croire au progrès, c'est considérer que le négatif est relatif,
n'y a pas un mal en soi. Les choses qui ne vont pas ne sont pas condamnées à le demeurer. Elles sont au contraire le ferment du meilleur. On va pouvoir les travailler pour les sortir de leur négativité. Croire au progrès, c'est ça. Et évidemment, c'est une idée qu'on a du mal à défendre aujourd'hui, parce qu'on ne sait plus très bien où est le bien, comment le nommer, le viser, etc. Donc moi, je ne dis pas qu'il faut reprendre l'idée de progrès telle qu'elle était et puis la rendre à nouveau active. Je dis simplement qu'un discours politique dont le seul principe serait qu'il faut innover pour innover, sans que cela vise un but autre que la conservation du présent, est un discours qui est mortifère par essence et qui va provoquer, sans doute est-ce déjà le cas, toutes sortes de mal-être par le fait qu'on se sacrifie sans savoir pourquoi. Alors la seule façon d'accepter un sacrifice, c'est d'avoir une idée qui permet de transcender son propre effort. Voilà, donc il y a eu dans le passé des situations où des sacrifices énormes ont été accomplis au nom d'une certaine idée transcendante, la nation, etc. Pensez à la bataille de Verdun. Bon, si elle avait lieu aujourd'hui, je pense que tous les gars ils rentreraient chez eux le soir. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, ils sont quand même sacrifiés au nom de quelque chose. Peut-être un peu obligés aussi, mais voilà. Donc je pense que bon, bref, ça c'était le premier point. On ne peut pas demander aux gens autant d'efforts permanents avec l'idée que c'est jamais fini, quoi. C'est jamais bien. C'est jamais bien, les gars. On ne peut jamais profiter de ce qu'on a fait. Il n'y a pas de soulagement possible. C'est une espèce de tension permanente où l'innovation engendre l'innovation, induit de nouveaux risques qu'il faut prendre en compte, donc on va contrôler. C'est une espèce de tension intenable. Donc soit on abandonne l'idée que les risques doivent être éliminés, on accepte quelque chose de dangereux, ça relâchera peut-être paradoxalement un peu la pression, soit on est dans cette volonté d'innovation et en même temps de contrôle qui est, je trouve, asphyxiante. Bon, maintenant, madame me demandait ce que c'est qu'une innovation sociale, à vrai dire, je ne sais pas. Moi, j'ai quelques idées de ce que ça pourrait être. Hein. Abandonner, ou en tout cas très largement abandonner les prisons. Voilà, ça je pense, une innovation sociale. Parce que j'ai beaucoup enseigné en prison, et je pense que c'est vraiment un mauvais système. Ça ne veut pas dire que j'ai une solution de remplacement, mais je pense que ce système doit être vraiment alors l'objet d'innovation sociale et autres, vraiment de grande ampleur, quoi, et assez courageuse, parce que les prisons telles qu'elles sont aujourd'hui sont des systèmes qui sont destinés à les remplir, un peu plus. Donc, maintenant, monsieur me parlait de Lacan. Moi, j'ai jamais dit que la science allait tout décrire. Au contraire, la science galiléenne moderne, c'est une science qui limite ses ambitions, et c'est ça qui la rend efficace. Autrement dit, la physique, elle est devenue puissante à partir du moment où elle a décidé de limiter ses ambitions. Alors, il faut lire Galilée, il est génial là-dessus, il dit, bon, le temps, qu'est-ce que c'est que le temps? Mais on ne saura jamais. On se débat là-dessus depuis Aristote et même avant, personne ne connaîtra jamais la nature du temps. Donc on laisse tomber cette question. La seule question qui va nous intéresser, c'est comment le représenter mathématiquement pour qu'il soit opératoire dans une loi physique. Voilà, c'est ça qui a marché. On renonce à l'ontologie, on reste dans la représentation. Et évidemment, et puis quand on s'intéresse à la chute des corps, on s'intéresse à la trajectoire des corps qui tombent. On ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans la tête d'un type qui tombe, c'est trop compliqué. La conscience, la peur, c'est trop compliqué. On regarde que la trajectoire, donc on limite nos ambitions. Et ce qu'il faut entendre, c'est que cette méthode a été d'une efficacité incroyable, mais elle n'est pas complète, parce qu'elle ne décrit pas le reste. Mais ce que j'entends beaucoup aujourd'hui, c'est qu'au motif qu'elle ne résout pas les questions qui nous intéressent vraiment, on va la liquider, y compris dans les secteurs où elle est sans concurrence possible. Autrement dit, la science, ça ne résout, et dans un processus dialectique compliqué, que les questions scientifiques. Pas les autres. Pas les questions liées aux valeurs, etc. Ça non. L'amour, la liberté, la justice. La science n'a pas grand-chose à dire dessus, même si elle peut apporter des éclairages. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les questions qui nous intéressent vraiment sont les questions liées aux valeurs,
pour vivre ensemble, etc. Et les questions scientifiques sont des questions dont, en fait, on s'en fiche, quoi. En fait, on s'en fiche. Les questions scientifiques n'intéressent pas grand monde, les vraies questions scientifiques. Le boson de Higgs a intéressé je crois, 2000 personnes sur la planète. Pourquoi l'antimatière a disparu de l'univers mondial? Pourquoi il n'y a plus d'antimatière aujourd'hui? Ça doit intéresser 4000 personnes dans le monde. Est-ce qu'il y a une infinité de nombres premiers par couple? Ça doit intéresser 10 mecs. Donc les grandes questions scientifiques, on s'en fout en fait. Ça, il faut l'admettre, il faut le reconnaître. Et c'est un phénomène très, très massif contre lequel il est difficile de lutter. Et vous avez expliqué... Alors d'abord, les découvertes scientifiques, elles engendrent... Les connaissances scientifiques engendrent de l'ignorance. Mais une ignorance très particulière, c'est-à-dire, ça a été remarqué par Einstein et beaucoup d'autres, nous ne savons pas dire ce que nous devons faire de ce que nous pouvons faire. Voilà. Nous sommes capables de faire des choses, c'est la science qui nous le dit. La science vous dit, vous pouvez faire une centrale nucléaire, vous pouvez même faire des bombes, vous pouvez faire des OGM, vous pouvez faire des trucs, mais c'est pas elle qui vous dit si vous devez le faire. Voilà. Quand vous croyez au progrès, il y a une espèce de principe surplombant qui vous dit, les gars, vous faire tout ce que vous pouvez. Tout ce que la science permet de faire, il faut le faire. Mais si vous ne croyez plus au progrès, alors comment vous allez décider de ce que vous allez faire? Ben, au nom des valeurs. Or, les valeurs ont des valeurs qui dépendent des évaluateurs. Ce n'est pas des principes surplombants. Et donc, quand vous commencez à mettre ça en débat, les OGM, les nanosciences, c'est la guerre. Parce que les valeurs nous divisent, alors que les principes peuvent nous mettre ensemble. Et dans un monde qui est piloté dans ses jugements par des valeurs qui ne sont pas uniformes, la décision est impossible à prendre. C'est sans fin. Ouais, je pense que... Vous citez Gödel, ça c'est intéressant, parce que Gödel... Moi, je l'ai appris à l'école comme tout le monde, c'est-à-dire on m'a expliqué que le théorème de Gödel dit que toute axiomatique basée sur l'arithmétique, il faut qu'il y ait des nombres, engendre des propositions indécidables. Vous l'avez appris comme ça. Alors pour nous, indécidable, ça voulait dire c'est ni vrai ni faux. Ça peut engendrer une proposition, un prédicat, dont la valeur de vérité n'est pas fixée par le cadre axiomatique dans lequel on est. Donc c'est un prédicat dont la valeur de vérité est flottante. Elle est non fixée par l'axiomatique. C'est comme ça que je l'ai appris. Puis je suis allé aux États-Unis et je vois que les bouquins qui parlent de Gödel sont des bouquins qui disent autre chose. Puis le terme de Gödel dit que dans une axiomatique basée sur l'arithmétique, on peut toujours fabriquer une proposition qui est vraie et indémontrable. C'est pas du tout la même chose. Vrai et indémontrable ou indécidable, c'est pas du tout pareil. Vrai et indémontrable, ça veut dire qu'elle est vraie, mais on ne sait pas la démontrer. Alors qu'indécidable, c'est elle est ni vraie ni fausse, elle a une valeur de vérité qui n'est pas statuée. Et j'ai retrouvé dans un vieux numéro de la recherche un débat entre Alain Kohn et Lichnerowitz, qui étaient deux mathématiciens, l'un platonicien, l'autre qui n'est pas du tout, et ils discutent de ça. Et Lichnerowitz, qui n'est pas platonicien, dit moi, une proposition vraie, indémontrable, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça n'a pas de sens. Si c'est vrai et indémontrable, comment on sait que c'est vrai? Et donc, Alain Kohn, pour contester l'argument, a une réponse absolument géniale. Il dit comparons ce qui se passe dans un tribunal. Dans un tribunal, il y a des pièces à conviction qui sont dans le tribunal, et à partir d'elles, on peut par exemple reconstituer un événement qui a eu lieu, un fait. Et si les pièces à conviction permettent de dire ce phénomène ou cet événement a eu lieu, alors il est vrai. Enfin, il est considéré comme vrai par le tribunal. Maintenant, il peut y avoir un fait vrai qui s'est passé, mais pour lesquels il n'y a pas de pièce à conviction. Donc il est vrai, mais il est extérieur au tribunal, et il est indémontrable. D'accord ? Donc, vous voyez qu'il y a deux interprétations. Moi, à ma connaissance, c'est le seul théorème de maths dont l'interprétation dépend d'une philosophie des mathématiques. C'est-à-dire, soit vous êtes platonicien et vous pensez qu'il y a des concepts mathématiques ou même des théorèmes qui existent indépendamment de l'axiomatique, qui planent dans le ciel, hein, jusqu'à ce qu'on les découvre, soit vous pensez que les mathématiques sont une construction, et à ce moment-là, Lichnerowitz a raison. Et donc le sens que vous donnez au terme de Gödel, pour moi, n'est pas clair, ça dépend de votre philosophie des mathématiques. Bon, ensuite... Ah oui, vous avez parlé de la prudence. Donc il faut apprendre à être prudent, etc. Très bien. Mais vous voyez bien que nos jugements
en termes de précaution, de prudence, de concertation, d'anticipation à propos des innovations ou des actions que nous menons, sont faits selon des critères très très différents, selon qu'ils touchent à nos actions que lorsqu'ils touchent à nos inactions. C'est-à-dire, on ne vous reprochera jamais de ne rien faire. Enfin, sauf quand il y a explicitement une preuve qui est... Mais c'est plutôt vos actions qu'on va juger, pas vos inactions. Et ça crée un biais qui fait que, par exemple, je prends un cas comme ça, sur les déchets nucléaires, il va falloir agir. Mais on ne peut pas agir parce que dès qu'on agit, ça provoque des tensions. Et le fait de ne pas agir, c'est quand même plus grave que de ne pas agir. Que de mal agir, je pense. Autrement dit, nos jugements sont dissymétriques selon qu'ils portent sur les actions qui du coup réclament un certain courage, parce qu'il faut affronter la contestation, que le type qui décide de ne rien décider, on connaît des exemples, pour ne pas affronter de réactions violentes. Et le fait que nous n'ayons pas de principe qui guide nos actions collectives fait que, comme je l'ai dit, nous sommes soumis à des compétitions de valeurs qui peuvent être assez violentes, et ça conduit à une forme d'inertie de la société qui peut-être ne peut pas choisir une orientation parce qu'elle n'est pas capable de mettre en débat les différents choix qui lui sont proposés. Maintenant, sur les applications, c'est vous qui parliez des applications. Moi, je suis un vieux de la vieille. Moi, je pense que la connaissance a une valeur intrinsèque. Voilà. Et elle a une valeur intrinsèque qui est indépendante des applications qu'on en fait. Et que, à force de ne juger des inventions ou des découvertes qu'à l'aune des retombées qu'elles pourraient avoir, on est en train de travestir le métier de chercheur en lui demandant tout le temps de faire des promesses. À quoi ça va servir? À quoi sert le boson de Higgs? J'en sais rien. À quoi il va servir? Il y a une durée de vie de 10-23 secondes, on ne va pas faire des médicaments avec. Mais on a compris un truc. On a compris un truc fondamental. Et moi, je serais prêt à défendre l'idée que une connaissance qui a des retombées culturelles, c'est-à-dire change la façon de penser, c'est plus important, dans certains cas en tout cas, quand c'est des découvertes très fondamentales, qu'une découverte qui a simplement des retombées pratiques. Et aujourd'hui, la recherche, elle est pilotée avec l'idée que ce qu'elle fait doit servir à la société. On doit relever des défis sociétaux. Comme si la société était pleine de défis, là, et il faut que les scientifiques la sauvent. Et moi, je trouve que là, il y a un mélange des genres qui pousse les chercheurs dans leurs projets à toujours faire des promesses, ça va servir, alors qu'ils n'en savent rien, ils ne savent pas du tout ce que ça va donner, mais avec cette idée qu'ils vont permettre à la société de relever ces défis, avec toujours l'idée qu'on va atteindre une sorte d'équilibre. Une fois que ces défis seront résolus, ça va aller. Mais non, ça va continuer. Et donc le fait qu'on ne soit jamais en situation de pouvoir descendre de cheval, mettre pied à terre et caresser le cheval pour se dire tiens, on a fait du bon boulot, on va en profiter quelque temps, est une sorte de pression permanente qui s'exerce sur les travailleurs, les chercheurs, enfin tous ceux qui sont soumis à ce genre de rhétorique. Une question? Alors, très court. ce sera la dernière question. Moi, ce serait plutôt une question sur la génération de ma génération, parce qu'en fait, si vous voulez, au début, vous avez parlé du temps, du rapport au temps par rapport aux personnes, ce qui est vraiment très important, je pense, au niveau des personnes et l'interprétation qu'ils ont du monde. Mes parents, ils ont été éduqués, donc par exemple la même génération que vous, par rapport à des explications que les parents prenaient le temps en fait, d'expliquer aux enfants, ce qu'ils ont permis de moduler plus facilement. Nous, je pense qu'on a eu une génération qui a été plutôt basée au niveau des technologies. Ça a été beaucoup développé au niveau des technologies. Et donc, en fait, ce qui a fait que, comment dire, vous avez dit une chose qui est très vraie au niveau de la valeur d'une personne qui a un master et d'une personne qui a 2 ans. Et ils ont quasiment la même comment dire, valeur en termes de connaissances, développement.
Et donc la question c'était, j'ai une phrase qui me vient en tête d'Albert Einstein qui disait je crains le jour où la technologie saura dépasser l'homme, que ça sera une génération d'idiots. Et en fait, donc la question est la technologie, donc même avec des personnes, quand on parle avec les personnes qui sont plus âgées que moi, disent oui, vous savez maîtriser de la technologie parce que vous avez grandi avec. Mais en fait, ce qu'il faut constater, c'est que même notre génération, en fait, on est dépassé par la technologie parce que c'est vrai que ça évolue ultra rapidement. Avant, les ordinateurs évoluent au niveau de 3 années. Maintenant, c'est tous les 6 mois, ils sont obsolètes. Et donc, quel est votre rapport, en fait, quelle est votre analyse avec ce rapport à la technologie qui nous dépasse et qui finalement serait, entre guillemets, la cause de cette course à l'innovation permanente? Bon. Alors, il y a 2 choses. Moi, je connais une autre citation d'Einstein qui est « Le problème avec les citations qu'on trouve sur Internet, c'est qu'on n'est pas sûr qu'elles soient authentiques. » Signé Albert Einstein. Non, si vous voulez, cette phrase que vous dites, il ne l'a jamais dite. Enfin, moi, je suis en train d'écrire un bouquin sur Einstein. Le pauvre. Moi, quand j'entends une citation d'Einstein, je veux la source. Et il n'y a jamais les sources. L'histoire des abeilles, tout ça, c'est du pipeau. Donc, attention avec Einstein. Il a beaucoup parlé, c'est vrai, mais ça, je pense qu'il ne l'a pas dit. Maintenant, là où je vous rejoins, c'est que la technologie, en effet, déploie ce que Günther Anders appelait une honte prométhéenne. C'est-à-dire, l'homme fabrique des objets dont il devrait être fier, puisque c'est lui qui les fabrique, et qui en même temps le ridiculise. Voilà. Nous sommes ridiculisés par nos ordinateurs, qui calculent mieux que nous, qui classent mieux que nous. Ah bah si. Même au jeu de Go, on se prend des pâtés. Donc, nous sommes capables de fabriquer des choses qui sont plus performantes que nous, alors que c'est nous qui les avons fabriquées. Donc là, c'est la honte prométhéenne. Nous sommes humiliés par la technologie. Et ça, en effet, ça peut conduire à un déclassement. Les économistes s'en soucient. Hein. Il y a le Cohen qui écrit que toute personne dont le métier consiste à répéter une chose au moins 2 fois verra son métier supprimé par un robot ou par des dispositifs d'intelligence artificielle. Au Japon, il y a des hôtesses d'accueil qui sont en fait des robots, qui sont vachement aimables d'ailleurs. Voilà, donc il y a toutes sortes de choses qui sont dans les magasins, là, enfin en préparation, qui nous mettent dans cette situation ambiguë d'être déclassés par nos œuvres. Voilà. Et ça me semble irréversible. Mais personne n'ira rendre son téléphone portable en vertu de ce seul argument. Voilà. Donc on choisit sa servitude.